Salut à tous, amis bassistes, lecteurs de Bassist Mag, à nouveau Romain. Merci de m'accueillir pour une 6e vidéo dans Bassist Magazine. Je suis hyper content d'être avec vous une fois de plus. Ça commence à faire un rendez-vous bimestriel, mine de rien. Donc voilà, je suis vraiment très fier. Je vous présente mes potes aujourd'hui qui m'accompagnent. À la guitare et au chant sera Maxime Lacotte et à la batterie sera Yann Tassin. Voilà, tous les deux musiciens sur Nancy et profs, musicos, voilà, dans la vie active des pros. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite vidéo. Elle sera constituée de 3 grooves avec une thématique, comme vous pouvez voir dans l'intitulé, qui sera Heavy, Bluesy, Funky. En fait, ça va être 3 morceaux hybrides de blues, plus ou moins difficiles, c'est-à-dire plus rock ou plus funky. On va parler là-dedans de plein de choses, en fait. On va décortiquer ça et extraire ça de tous les plans. On va parler de slap, on va parler de gamme et de pinta, on va parler de fil, on va parler de solo, et aussi d'interprétation, binaire, ternaire. Voilà. On attaque tout de suite avec le premier extrait. I don't even know your name. If I can't get through to you, you know I'm gone shame. Call me mama and kiss my soul. I want to tell you now, let the music take control. Shake it down fast, shake it down fast, shake it down fast. Shake it down fast, shake it down fast, shake it down fast. Le morceau Music is the Medicine du guitariste-chanteur avec son propre groupe Anthony Gomez, avec à la basse David Miller, aka Biscuit, ou Biscuit exactement. Voilà. On commence tout de suite par décortiquer le plan A. Alors là-dessus, on va voir un petit peu comment approcher le slap de manière générale, un peu pour les novices. Ce qui est cool ici, c'est qu'on va le prendre note à note, autrement dit mouvement par mouvement. On va commencer tout de suite. Je vous laisse regarder tout sur le dossier de tablature. Je ne vais pas forcément repréciser les cases. Ok ? Je vous explique ma méthode pour apprendre le slap. Alors, prendre chaque note une à une et s'assurer que le mouvement est vraiment exécuté à la perfection. Alors, on commence ici. Un petit topo, pardon, peut-être avant pour le slap. Petit conseil. Donc, le pouce, c'est ici. Et on vient taper vraiment sur la fin du manche, la toute fin, pour obtenir cette histoire de rebond et le grain du slap. Voilà, j'insiste bien, le doigt ici doit vraiment rebondir sur la corde. Le mouvement inverse, enfin le mouvement complémentaire pardon, au slap, le popping ici, vous choisissez index ou majeur et vous venez tirer la corde. Voilà. Le fait de bosser lentement ce plan-là, vous allez voir, vous allez développer votre propre technique. On a tous une morphologie différente par rapport au slap. Le fait de le bosser lentement va vous permettre de trouver la vôtre. Je monte ça du coup tout doucement. On va se prendre un petit tempo à 60 et on va jouer note par note ou mouvement par mouvement. Première note. Voilà, jusqu'à l'obtention de cette note caractéristique au slap. On enchaîne avec une deuxième note, une troisième note, une quatrième note. Je vous fais le plan comme ça jusqu'à la fin.
Voilà. Une méthode un petit peu accélérée pour l'apprentissage, donc prenez bien le temps, je vous dis de bosser note après note, mouvement par mouvement. Ok, je reprends le plan en son entier à 60 BPM. Une deuxième fois. Voilà pour ce A. On va passer tout de suite au B. Donc ce morceau, globalement, est en si mineur. On va exploiter donc la septième de la gamme correspondante, le La, ici en cinquième case. En alternance avec la fondamentale. Tout bonnement, sur les deux premières reprises. Le truc intéressant ici, ça va être le fil qui va se trouver dans la deuxième reprise. Ici, donc, on va partir de la case numéro 10, ou plus ou moins loin, ça dépend, ça va dépendre de la rapidité que vous aurez à exécuter le mouvement. Faire un petit slide, jusqu'ici, rattraper ici notre carte, et enfin notre tierce ici. Voilà, je joue ce fil-là tout doucement, donc c'est la deuxième reprise du riff B. Au niveau de l'intention de jeu, regardez bien, il y a un petit vibrato au-dessus. Ici, ça va consister à une petite série de bends relâchés. Voilà. Hyper important d'intégrer tout ça dans votre jeu pour le rendre caractéristique et puis du coup identitaire. Voilà. Pour ce B, ça me semble être tout. On va reprendre sur un A'. À nouveau, un petit fil ici qui va être tout bête, qui va reprendre la septième et l'octave. La septième et la fondamentale, pardon, en bas. On va rattraper notre octave au-dessus et reglisser vers la septième. Voilà. C'est un petit peu le licks caractéristique là, de ce A. Je vous le montre pareil, tout doucement. Voilà. On a glissé du Ré avec l'index jusqu'au Mi. Tirez la corde ici. Et balancer le doigt en septième case. Voilà. Tout simplement. Le riff C, je vous laisse décortiquer tout ça. Ça va être tout simple, un débit de croche suivi de quelques doubles. Et voilà, on va déjà être à la fin des explications pour ce Music is the Medicine. On attaque tout de suite avec un deuxième extrait. Broken by the changing hands.
Pour ce deuxième extrait, on a choisi le morceau Fooled Again de Richie Kotzen. Alors, je ne vous ai pas pris la version album même, je vous ai pris le morceau joué en power trio. Vous allez trouver la vidéo sur YouTube. Je vous ai marqué dans l'intitulé, c'est Live at Two Tone Session. J'ai vraiment accroché sur cette version-là. Il y avait vraiment un sentiment de synthèse dans ce groupe. Ils vont tous à l'essentiel. Et du coup, on dégage vraiment une chouette ligne de base de tout ça. Je vous la décompose tout doucement. Simplement, vous allez voir, hein, ça va rouler. Il y a quand même quelques petits trucs sympas ici à remarquer, notamment au niveau de l'optimisation du déplacement de la main droite. Ici, donc on commence sur notre fondamental, un morceau en mi mineur. On va balancer la grosse corde de mi pour commencer. Ensuite, vont s'enchaîner un petit mouvement ici. Sans vous préciser la table, regardez bien le cahier. On va commencer avec un doigt, au choix, donc index ou majeur, suivi d'un hammer. On attaquera la corde au-dessus avec l'autre doigt, le majeur ou l'index, selon votre doigt initial. Ce doigt-là est en position pour rattaquer la corde dorée. On en profite. On attaque la deuxième note avec l'index. Et le même doigt qui a attaqué le La ici rattaque la corde de Mi. En plus clair, je vous remonte ça. Un truc à exercer super lentement. Donc on voit bien ici qu'on ne fait pas une alternance pure index-majeur, mais qu'il y a bien, on profite de chaque doigt et de sa position pour vraiment aller vite. Le riff trace à la base, donc voilà, il faut vraiment utiliser au maximum la main, ici. Je vous le montre dans le cas où on utilise l'index, index, majeur, index, on rattaque avec l'index, majeur, et le majeur qui glisse à nouveau. Voilà. À s'exercer lentement pour monter le tempo petit à petit et réussir à jouer le riff correctement. Le reste, je vous laisse découvrir. Faites gaffe aussi aux petites choses comme les appoggiatures. Ici, sur la porte numéro 1, on a cette petite appoggiature, c'est ce qui permet de colorer le riff aussi, lui donner, avec pas grand-chose, la richesse complémentaire. Voilà. Pour cela, ça me semble tout. Il y a les petits fils sur le B, je vous laisse décomposer ça tranquille. Sur la mesure 7 du B à nouveau, j'utilise ici des harmoniques artificielles. Vous les trouverez, donc vous voyez 5 sur la tablature. C'est en fait poser simplement le doigt au-dessus de la frette pour obtenir ce son-là. Avec le pattern rythmique, croche de double et. Voilà. C'est pas grand chose, mais ça permet encore d'être un peu plus créatif dans le cadre de ce riff. Voilà, un petit licks to bed, suivez la part, ça va bien se passer. On va passer, je vous propose tout de suite au pré-refrain, la partie C. On a des phrases là qui tracent un petit peu. On va descendre simplement en fait une pentatonique mi en partant de la note sol en fait. Donc la deuxième note de la pentatonique. C'est cette descente-là dont je vous parlais à l'instant. Donc on commence sur le sol. Une pentatonique mi. L'exercice ici, et probablement la difficulté technique principale qu'il y aura dans ce morceau, ce sera le démancher et du coup d'atterrir à partir d'ici encore notre tierce de la gamme et de réussir à atterrir tout en bas. Pour ça, il y a une petite astuce. On arrive ici et là, un truc très cher qui a été initié par Jaco Pastorius, c'est l'utilisation des cordes à vide pour démancher. En gros, vous allez jouer votre ré corde à vide et ça va permettre de relâcher complètement la main pour aller la repositionner en bas du manche.
c'est le seul truc qui vous permettra de placer ce riff correctement. Voilà. Remarquez sur le D aussi que je ne vais pas vous décomposer, qu'on interprète cette partie-là d'une manière un petit peu différente pour justement mettre le solo de guitare en avant. Et aussi pour être un petit peu plus créatif et proposer quelque chose. C'est vrai que cette ligne de basse, elle tourne sur 4 mesures, elle est assez... on l'entend déjà suffisamment dans tout ce morceau. Le fait d'approcher le D, comme je vous l'ai marqué sur le cahier de table, va permettre de faire ressortir tout ça, et puis du coup, vous montrer aussi beaucoup plus créatif. Donc pensez à ça, essayez de l'exploiter dans le cadre de vos compositions, aussi d'arranger un tout petit peu, de ressentir le rythme harmonique, autrement dit rythme harmonique, la succession des accords, et de par rapport à ça, créer quelque chose de différent. Ici, on a joué dans la concision, on a joué vraiment avec des notes hyper importantes de la gamme, et en gardant une dynamique. On a poussé un petit peu plus le riff sur plus de fondamentales, et donc voilà, ce qui a permis vraiment de créer un peu plus de tension et de mettre vraiment le chorus en avant. Dernier extrait de cette vidéo. Du coup, là, pour le coup, vraiment un morceau qui me tenait bien à cœur quand j'ai cherché tout ça. Where's Life de Kezia Jones, c'est un truc que j'ai entendu il y a vraiment quelques années. C'est issu de l'album Blue Funk is a Fact, qui est sorti en 1992, je crois. Donc voilà. Un truc qui va être cool dans ce morceau-là, c'est que là, on va s'amuser à groover en haut du manche, en fait. Et il va y avoir pas mal de petites choses à apprendre de tout ça. Probablement un riff qui a dû être composé par Kezia Jones lui-même, qui devait entendre que des fréquences aiguës pour lui. Voilà, ça lui parlait que ça se passe ici. Il y a pas mal de petites intentions de jeu. Pareil, je vais vous le prendre tout doucement, les 2 premières mesures du A qui vont tourner 4 fois dans notre extrait, 8 fois dans l'original. Et donc voilà, on se fait ça tout doucement. Ces 2 mesures qui vont tourner en boucle. Ici, une petite spécificité aussi, n'oubliez pas qu'il n'y a pas forcément que le binaire, même dans la musique, il y a aussi l'interprétation ternaire. C'est complètement le propos dans ce morceau, l'interprétation ternaire. Qu'est-ce que ça va être l'interprétation ternaire? Ici, c'est l'interprétation ternaire des doubles croches. C'est-à-dire que la première va être plus longue que la deuxième, la troisième va être plus longue que la quatrième. En gros, ça veut donner temps long, temps court, temps long, temps court. On a déjà vu ça dans une précédente vidéo. Je vous demande vite fait sur une corde de mi ce que ça peut donner. Des doubles en binaire. Maintenant, des doubles en interprétation ternaire. On remarque ici que pour une ligne de basse comme celle-ci, qui est plutôt swing, c'est vraiment l'outil parfait, quoi, cette interprétation ternaire. Donc à soigner, à bosser lentement, pareil, ce riff. Je vous laisse regarder la table. Intention de jeu, ici. On va commencer, donc on ne fait pas forcément les mêmes notes, on va faire octave et corde à vide. On va aller chercher notre quinte ici, en 14e case, et appliquer un slide.
Et une petite gosse derrière pour faire le bond vers l'accord suivant. Ok. Ensuite, on passe ici en 15e case pour faire le 3e degré de la gamme. Ici, intention de jeu, ça va être un petit vibrato qu'on a déjà vu dans le morceau d'Anthony Gomez précédemment. Tout simplement. Et derrière, le 3e accord joué tout à fait calmement. Et la petite résolution de ce riff, donc du coup cette phrase tout en haut. Voilà, tout simplement. Qui s'avère être donc l'exploitation de la quinte, la quarte, la tierce mineure et la fondamentale, ou l'octave au-dessus. Voilà, tout ça pour dire qu'on répond vraiment d'un même réservoir de notes très simple qui est la gamme de mi mineur. Je vous laisse découvrir à la suite du truc. Pareil, toujours pensez donc à l'interprétation ternaire des doubles. On va peut-être le faire tourner une fois, Yann. Donc c'est la suite, après ces deux mesures-là. Et ces deux dernières mesures que je viens de vous jouer qui seront répétées 2 fois. Ça va nous emmener vers le B. Alors, ce B, il est vraiment super, c'est vraiment un des points sur lesquels j'ai accroché là, dans cette vidéo. Ici, on va prendre notre accord de Mi et on va aller sélectionner quelques petites notes spécifiques dans cette gamme. On va commencer par la fondamentale et l'octave. Suivi de la quinte. Et la super note qui permet vraiment à tous les gros grooves de basse de décoller, cette 9e. Alors pour vous expliquer ce qu'est une 9e, on prend notre fondamentale, où qu'elle soit sur le manche, c'est un diagramme la basse. Ici vous avez votre fondamentale, là vous aurez votre octave, et la 9e c'est juste la note qui se trouve un ton à côté. Et c'est vraiment cette note-là insérée dans le groove qui fait vraiment planer dans ce B. On y va Yann, on se fait tourner ça. Donc un Mi, suivi de la sixth mineure, du degré 6 mineur de la gamme de Mi mineur. Et le petit point technique ici, ça va être le triolet de double croche sur la fin, que je vais jouer ici en hammer. Je vous l'ai écrit d'une différente façon, il me semble, sur la partition. Je vous ai écrit ça. Du pareil au même. À vous de voir, jouer avec les deux. Donc voilà. Bien faire gaffe à ça, là on est sur une décomposition en 6. Pourquoi en 6? Parce qu'on est sur des doubles croches, et du coup il va faire 6 doubles croches pour faire un temps. Donc autrement dit, pour décomposer tout ça, il va falloir vraiment compter jusqu'à 6, et placer la croche, la dernière, sur le 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et tout ça, exercez lentement, faites monter le tempo, et ça va tracer. Voilà, tout simplement. Je vous disais aussi qu'en intro de vidéo, on allait parler de solo. Et ben, ce solo, il se trouve dans cet extrait pile poil. Je vous ai repiqué exactement le même qui se trouve sur l'original audio CD. On va décomposer ça ensemble. On est pareil, pile poil sur une gamme de Mi mineur. On va commencer ici sur la carte qu'on va bender, en fait, un demi-ton au-dessus pour obtenir la blue note. Voilà. Et réatterrir sur notre fondamentale. Voilà. Tout ça, des notes de la gamme de Mi mineur, ce sera un petit peu long de vous expliquer tout ça. Essayez de le repiquer à la lettre, on fera peut-être un petit cours là-dessus sur les gammes et les modes. Vite fait quand même, je vais vous parler d'un truc qui est le mode dorien. C'est un mode mineur qui est très utilisé dans les cadres des solos. Pourquoi? Parce qu'une gamme mineure, tout bonnement, à la base, c'est une gamme qui dispose d'une sixth mineure. Celle-ci. Et celle-là, c'est vrai qu'elle est plutôt neutre et que les gars en chorus ont tendance à l'augmenter d'un demi-ton. C'est ce qui va donner le mode dorien. Et du coup, cette note-là, je l'utilise dans ce chorus-là pour justement phraser dorien et donc en circonstance. Ce chorus, je vais vous le prendre tout bonnement, lentement aussi, pareil, décomposé, et faites-en de même à la maison.
petit à petit monter les points jusqu'à l'obtention du résultat final. Il me reste un petit truc à vous dire là-dessus, c'est le D dans l'outro. Pareil, on va réutiliser cet atout qu'on avait dans le B, qui est la 9e. Vite fait, je vous fais tourner le B tranquille, et du coup, vous allez l'entendre. Je vous ferai signe, du moins. Du coup, je vous ai joué toute la outro sans vous faire signe. Cette petite caractéristique, vous avez dû l'entendre ici, c'est quand j'ai fait le triolet que je suis monté ici. Donc, en plus d'un choix mélodique original avec cette 9e, on vient casser un peu ce rythme en incorporant un triolet. Autant de mentions qui seront vraiment super importantes à aborder dans une vidéo, l'harmonie, le rythme, etc., l'utilisation. Quoi qu'il en soit, ces grooves-là, faites-les tourner forcément avec votre instinct de musicien et la passion que vous avez pour la musique de manière générale. Vous arriverez à vous approprier toutes ces choses-là et en faire votre popote, quoi. Merci à tous d'avoir suivi à nouveau ce numéro et cette petite vidéo que je vous ai présentée. J'ai eu grand plaisir à travailler pour ça durant les 2 mois qui ont précédé, de vous repiquer tout ça. J'espère que ces 3 grooves du coup vous ont plu. Vous créez un petit peu de taf pour les 2 mois à venir. Je vais remercier ici mes potes qui sont venus me prêter main forte. Yann Tassin, ici présent, que vous pouvez voir en compagnie des groupes Louise Atkinson, Anathem, Woodstock Revival et Mojo Shining. Pour Maxime, c'est les groupes The Fusees et The Rooster. Ils sont présents sur la route, ça bouge à mort. S'ils passent près de chez vous, allez les voir en concert, ça défonce. On fait une grosse bise à Hans aussi, pareil. Merci pour l'invite, Hans. Merci à la MAI pour le prêt de ses locaux qui nous permettent vraiment d'enregistrer Bassist Mag tous les 2 mois. Merci à Romain Crispini à la vidéo, à Alex Mélé au son. Je fais une grosse bise à Adrien K pour son soutien logistique. Et voilà, je vous dis à très vite. À bientôt, salut.